Bonjour, bonjour les camarades. Je suis en train d'accueillir Arthur qui nous vient de 1974. Je vais vous raconter ça dans quelques instants. Mais d'abord, absolument, je dois absolument faire un tout petit machin par rapport à mes notes. Voilà, les notes, elles sont là. Nazaré. Est-ce que Antoine, tu peux Antoine, Arthur, Antoine, c'est excuse-moi, mon frère. excuse-moi. Est-ce que tu peux faire un petit essai de voix? Oui, bonjour David, enchanté d'être là. Bonjour Ravachol, Erwin, Supamurge, Alors, je Luc. pense qu'il faut que tu parles un tout petit peu plus Un peu fort, plus fort, ou comme ça. alors plus près de toi le Là, micro. je suis au plus près du micro. Voilà. Donc, tu as tout compris. Ici, tu as le seul retour qui compte, D'accord. c'est le chat. L'image, on s'en fout. On a cette caméra qui nous filme tous les deux. Bonjour. On a celle-ci et peut-être celle-là qui va te filmer. D'accord. Voilà. Normalement, il y aurait dû y avoir une autre caméra, mais je ne sais pas où elle est passée. Et le chat, toi, tu le vois pas, David, du coup? Ah voilà. Comment? Toi, tu le vois pas, le chat? Le chat, je le vois avec un autre appareil. D'accord. Un autre appareil. Je sais pas, mais je sais pas ce qui s'est passé. Ah merde. Oh là. Attends. Et exécute quand même. Voilà. Arthur, veux-tu commencer? Je suis désolé. Ouais, Je te l'ai dit, c'est à la bonne mais franquette. c'est ça qui est sympa. Mais alors là, à ce point, eh ben, tu sais quoi? Ça ressemble un peu à la campagne de 1974 Exactement. de ton ami René Dumont. Je te laisse le présenter, comme ça, ça me permet de faire Ça marche. d'ultime réglage, si tu Alors, je veux vais vous faire bien. le pitch. Alors, René Dumont, donc, c'est lui. Et Voilà. donc, en fait, il n'aurait pas du tout dû être candidat à l'élection présidentielle en 1974. Donc c'est le fruit d'une histoire un peu folle. René Dumont, c'est un homme qui est politisé, un agronome né au début du XXe siècle. C'est un tiers-mondiste. Il lutte contre la faim dans le monde, c'est sa grande cause. Et les écolos, alors même s'il faudra définir ce que sont les écolos à cette époque, c'est un mouvement diffus, il n'y a pas vraiment de doctrine, mais disons les écolos, un petit groupe de journalistes, un petit groupe d'une association, les Amis de la Terre, voit que le président Pompidou est malade, très malade, et ils cherchent un candidat pour soutenir et représenter leur cause. Et ils pensent à deux personnes au début, à Saint-Marc, qui est un énarque, qui a écrit un livre qui s'appelle Socialisation de la nature, qu'on pourra vous montrer. Mais lui refuse, et il pense aussi au scientifique Théodore Monod, qui lui se récuse parce que, dit-il, trop âgé. Et donc du coup, ils sont un peu... Alors attends, il faut dire quelque chose Ouais, d'extrêmement important. On est en 1974. bien sûr. Georges Pompidou meurt le 2. Ah, j'en viens. J'ai expliqué qu'il était très malade. Ils ont cherché des candidats qu'ils n'ont pas trouvés. Et quand il meurt, du coup, ils ont un Ah, peu. pardon, C'est pas excuse-moi. grave. Ils ont un peu personne sous le coude. Donc Pompidou décède. Et quelques jours après, les écolos se disent ah, mais pourquoi pas Dumont? Sauf que Dumont, lui, est absolument au courant de rien. Il n'a jamais vraiment milité dans un parti, même s'il était adhérent très peu de temps de la SFIO et du PSU. Et surtout, c'est un agronome et donc il est en voyage d'études en Algérie. Et il ne sait absolument pas ce qui se trame en France. Et un soir, il revient à l'aéroport, il revient de son voyage d'études à l'aéroport. Et là, quand il revient, il trouve trois militants écolos qui lui sautent dessus et qui lui disent allez, viens, c'est toi notre candidat. Alors Dumont demande quand même à réfléchir à minima 24 heures. Il le ramène, ces trois militants le ramènent chez lui, à Fontenay-sous-Bois. Ils essaient de lui faire un peu de lui vendre sa candidature pour la présidentielle. Et le lendemain, ils reviennent avec d'autres. Et là, René Dumont dit oui, en posant une condition, c'est qu'on parle du tiers-monde. Et l'autre condition qu'il avait, c'est que Charles Piaget, le leader des LIP, et qui était aussi au PSU, un temps, on a pensé qu'il pourrait être candidat. Et Dumont ne veut pas y aller si Piaget est candidat, mais les planètes s'alignent et Piaget n'y va pas. Et donc Dumont se lance dans cette folle campagne, en sachant qu'à l'époque, ils vont expliquer que c'est la campagne du mouvement écologique. Mais le mouvement écologique est un peu menteur, puisque le mouvement n'est pas du tout unifié, comme on l'a dit. C'est une nébuleuse, et c'est un peu cette campagne qui va cimenter ce mouvement. Et c'est une campagne qui est véritablement l'acte de baptême de l'écologie politique, parce que jusqu'ici, il n'y a pas d'écologie politique. Il y a des écolos, mais qui n'ont pas franchi le pas des candidatures
électorale, parce que pour eux, ce n'est pas leur vocation, ce n'est pas leur fonction. Mais à force de se heurter à des refus et de voir que rien n'avance, eh bien, ils vont décider, avec du monde, de s'engager dans la campagne. Avec un petit codicile quand même, c'est que jusqu'au bout... Ah, codicile, tu aimes bien ce terme. Oui, je l'ai mis une fois dans le livre, c'est pas Et oui, tu l'as trop. mis une fois, mais de temps en temps, parce qu'il faut dire que c'est Oui, vraiment bien écrit, merci. et de temps en temps, tu aimes bien mettre des petits termes un peu désuets comme ça. J'aime bien tout ce qui est désuet, ça me plaît beaucoup. Ça, c'est le côté ancien JDD ou quoi? Non, je crois que c'est plus profond. Je crois que c'est un mal qui m'atteint depuis longtemps. Euh, Donc une note de bas de page, mais je sais plus laquelle. Du coup, David, vous m'avez perturbé. Enfin, tu m'as perturbé. Et, enfin, bref, oui. En gros, c'est pas un mouvement politique. C'est Dumont qui décide de donner l'acte de baptême, et ils le font parce que les politiques ne les écoutent pas. Merci beaucoup De Arthur rien. pour cette présentation. Le livre, je l'ai sur mon bureau. Aujourd'hui, c'est une panique pas possible. Hier, j'avais tout préparé, j'étais content, tout marchait bien. Et voilà que c'est le bordel. Bon. Alors pour rebondir, ce que dit David est vrai, c'est que la campagne, c'était à peu près pareil. C'était l'invention permanente, la débrouille, le système D. D'ailleurs, Dumont n'a pas de quartier général, donc quelqu'un lui propose une péniche. Il dit OK, donc le quartier général s'installe sur la péniche près du pont de l'Alma. À Paris. À Paris, exactement. Et il y aura même un bus impérial anglaise qui va servir un peu de poste pour tout ce qui est administratif. Et tout va s'inventer joyeusement là-dessus, avec Dumont qui, je ne l'ai peut-être pas dit, mais est septuagénaire au moment où la campagne commence. Mais par contre, toute son équipe, entre guillemets, de bénévoles, a plutôt la vingtaine ou la trentaine. Voilà, il y a dedans, excuse-moi et bravo pour Merci on se de- tutoie parce que Ouais. c'est comme ça, hein. Mais en fait on ne se connaît pas. Ah, Non. je voulais garder ma veste, mais Ah, je peux te prêter la mienne. fait trop chaud là. Il fait bon. Là, bon, merci beaucoup d'avoir introduit toi-même ton affaire. Alors, il y a une anecdote extrêmement célèbre qui orne d'ailleurs la couverture du livre. Enfin, il y a plusieurs choses. Il y a la crinière grise de cet agronome Ouais. mondialement connu, tiers-mondiste, un temps ami de Fidel Castro, etc., qui a toujours ses lunettes marron, ses cheveux gris, son pull rouge. Oui. Ça compte énormément. Il le met tout le temps. Et il y a cette scène donc du verre d'eau qui restait comme un moment de la campagne et qui résonne totalement aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire dans ton livre, c'est que tu parles d'une année, d'une époque magnifique, celle du orange partout, comme C'est ici, ça. hein, celle de l'île aux enfants, de- On est deux à aimer les choses désuètes, ça me fait plaisir. de Giscard d'Estaing qui joue de l'accordéon et du football. Enfin, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est une époque fabuleuse. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que ce que tu racontes, c'est un sprint de 3 semaines, puisqu'en fait, ils ont à peu près 3 semaines, Ouais. si j'ai bien compris, Ouais, c'est ça. entre le moment où ils peuvent se porter candidat et puis l'élection. L'élection, on casse d'entrée le suspense, évidemment, ça va faire 32. 32%, c'est peu, mais c'est mieux qu'un dénommé Le Pen Jean-Marie, dont c'est aussi la première élection, et la Guillet Arlette aussi. Qui fait mieux. Qui fait mieux Ouais. que lui. C'est la Et- première femme à être candidate à la présidentielle en France. Voilà, écrivine, voilà. Donc, il est question dans ton livre de vieilles voitures, de 4L, de 2 chevaux, de trucs comme ça. Ça fume des Gauloises, en tout cas, on imagine. Enfin, voilà. Pas que. et- voyons. Je dois quand même te présenter. Tu es journaliste politique. Tu as couvert jusqu'à l'arrivée de Vincent Bolloré et de Lejeune Geoffroy, la gauche et les Verts pour le Journal du Dimanche. Aujourd'hui, tu t'occupes des questions d'énergie et de climat pour Politico. On te doit un livre qui fait référence l'histoire de. Tu l'as là? Ouais, je l'ai. Ah voilà, il est venu. Tu sais, tu peux les mettre sur le canapé. Hein. Ce sera plus simple. Voilà, voilà, il est venu avec une sélection de bouquins. Alors, attends. Alors, attends, voilà, placement de produit. Vas-y, regardez les bouquins à côté du jeune homme. Une histoire de l'écologie politique. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que toi, Arthur, je dois te libérer à 10h parce que Oui. ton nouvel employeur, il est de droite. Et donc, Pas du tout. Il veut que je travaille. il veut que tu bosses, ouais, c'est ça. C'est ça. Et tu dois partir à 10h. Et je me suis dit, si on faisait une matinée, donc à 10h,
va te remplacer une dénommée Marine Tondelier pour 40 minutes, parce qu'après, elle part. Et petite anecdote, quand Marine Tondelier a lancé avec les écolos, ils ont changé de nom, ELV est devenu les écologistes, donc ils ont fait Oui. un petit truc pour symboliser ça. Et elle avait cherché à l'époque à récupérer le fameux pullover rouge de René Dumont, qui est au musée du Vivant, que c'est Aurélie Woodzeri qui gère ce musée, et je ne sais pas s'ils ont eu le droit de l'avoir pour cet événement. Tu Peut-être sais, qu'elle pourra te tu sais répondre. quoi, tu pourras peut-être lui poser la question. C'est Parce que, vrai. non, je lui ai dit, tu rentres directement et puis on fera ça Ça marche. à la Je lui bonne, demanderai. à la bonne franquette. Donc, oui, l'histoire du verre d'eau, est-ce que tu peux rappeler, et notamment la phrase extraordinaire, parce qu'on a gardé ce verre d'eau, Oui, peut-être peux-tu rappeler le contexte, on est à la ouais, télévision. exactement. On est à la télévision, on est en 1974. Faut savoir que comme René Dumont est un petit candidat, entre guillemets, il sait très bien que la télévision, ça va être, et la campagne officielle, ça va être son principal support pour s'adresser aux gens. Donc il soigne toutes ses interventions. Alors, il a été prof pendant toute une vie, donc il a l'habitude de parler en public. Il a l'habitude d'avoir certains gimmicks ou certaines choses qu'il fait, qu'il refait à l'antenne. Pas dans le cadre du verre d'eau, mais dans d'autres spots, c'est le cas. Et donc, il va avoir, comme tu dis, ce pullover rouge tout au long de la campagne, parce que ça marque l'esprit des gens, il le voit, et donc il le garde, et il le gardera même tout au long de sa vie. Et le verre d'eau est important, parce qu'il dit que si on continue de tels débordements, on viendra à en manquer d'ici la fin du La siècle. phrase exacte, Ouais, page 83. Vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer d'eau. Nous sommes en 1974, je le rappelle. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Le prophète qui avait raison. ouais, je voulais juste ajouter qu'en fait, c'est vrai qu'il fait quelques déplacements de campagne. On l'a dit, la campagne est limitée dans le temps, donc il n'en fait pas pléthore, mais il en fait quand même quelques-uns en Bretagne, à Fos-sur-Mer, mais aussi à Lille. Enfin, bref, à chaque fois qu'il fait un déplacement, il a une saillie, il a un mot pour montrer, pour critiquer la pollution des eaux, notamment des rivières, mais aussi de la mer. Et il dit qu'on va mettre à mal le grenier de l'humanité. Et pour lui, donc, c'est extrêmement important. C'est vraiment quelque chose qu'il a en tête à chaque déplacement. Et même sa péniche qu'ils ont récupérée par hasard est sur la Seine. Et la saleté de la Seine, où il voit des quartiers de viande, des morceaux de pain qui défilent et où il voit rien tellement c'est sale, va aussi être un argument pour dire, voyez, la Seine est devenue un égout. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qu'il racontera et que ceux qui ont fait la campagne ont bien en tête, c'est qu'un jour, quelqu'un s'est suicidé en sautant du pont de l'Alma. Son équipe a voulu aller le récupérer, mais l'eau de la Seine était tellement sale qu'ils ont mis beaucoup trop de temps pour le trouver, pour le repêcher. Cette personne est morte. Donc on voit bien, parce que là, tu n'appuies pas les choses, mais la Seine polluée, ça renvoie immédiatement à aujourd'hui. Vont-ils ou non réussir à se C'est baigner? vrai. Anne Macron et Emmanuel Hidalgo vont-ils réussir le 23 juin On le saura bientôt. à se baigner? Alors, on rigole beaucoup en lisant ton livre, parce que ton livre, c'est très astucieux de ta part. C'est-à-dire que toi, tu racontes la campagne, tu t'es extrêmement bien documenté, Merci. tu as retrouvé tout un tas de compagnons de route, de camarades de René Dumont, ou alors qui ont laissé leurs traces. Bon, alors il y a des noms qui vont dire des choses un petit peu, puisque il y a des gens qui vont faire de la politique écologique leur métier. Je pense Ouais, notamment au jeune Brice Lalonde. tout à fait. Mais d'abord, j'aimerais que tu nous resitues un petit peu. On est encore en 74. Mm. En réalité, le choc pétrolier n'a pas encore eu lieu. Donc, si, il a des choses. 73. Mais 73. voilà, là où tu as raison et où c'est très intéressant, c'est qu'il a eu lieu techniquement, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas eu lieu dans les esprits. Il n'implique aucune remise en cause du modèle dominant à cette époque-là. Qui est le modèle du tout voiture. Oui, mais même oui, du tout voiture, même de la croissance infinie, en gros, quelque part, du coup, j'ai oublié la question. Non, la question c'est, et après je me déplace une dernière fois, la question c'est, est-ce que tu peux nous parler de l'époque, Oui, c'est-à-dire bien sûr, voilà, le c'est ça. PC qui est très fort, Oui, oui. Mitterrand, Oui, hein, Mitterrand. je vais parler comme on Comme parle les gens à qui ne l'aiment Politico. pas. Mitterrand, Mais Politico parle pas du tout comme ça. Il faut que tu viennes chez nous, c'est très sympa. j'en doute pas. Non, je rigole. Il y a Mitterrand qui a son QG, tu racontes ça, c'est extraordinaire, Oui, son QG de campagne. Il va piéger
René Dumont, mais Oui. là, je laisse les gens découvrir. C'est horrible comment il le piège entre les deux tours. Mais il a son bureau tout en haut, en tout cas dans la tour Montparnasse, Oui. qui vient de sortir. Et d'Auteur, exactement. Voilà, Non, qui mais symbolise l'époque. Voilà. ouais, je pense que si on veut camper l'époque, il faut dire que, alors même si le terme arrivera après par Jean Fourastier, on est encore dans les 30 Glorieuses, donc qui vont finir vers C'est ça. 74. Et donc, quelque part, c'est une période de croissance, c'est une période où on croit au progrès, où on croit en la science et on ne se demande pas quelles sont ses finalités. C'est une période où, entre guillemets, peut-être pas pour tous les Français, mais c'est un peu la fête quelque part. Et Dumont est celui qui va arriver au milieu de tout ça et dire non, en fait, la fête est finie, ce n'est pas possible. Notre modèle, celui que vous aimez, celui des 30 Glorieuses, est en train de foutre la Terre en l'air. On ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini. Et donc, c'est le message qu'il va essayer de faire passer. Alors évidemment, c'est un peu compliqué parce que l'époque n'est pas à ça, qui explique aussi son résultat. Et alors, politiquement, si on regarde l'époque, eh ben, on est il y a eu De Gaulle, il y a eu Pompidou, et maintenant on cherche quelqu'un pour prendre le relais. Au début de la campagne, ça peut être Giscard, ça peut être Chaban, puis au fur et à mesure, on voit que ça va être Giscard, donc qui promet une campagne un petit peu c'est le changement dans la continuité, même si c'est pas forcément lui qui dit ça, mais le changement sans rupture. Donc voilà, une France un peu moderne, il fait campagne avec ses enfants, avec sa femme, il laisse deux pardon le filmer. Et puis à côté de ça, on a la gauche qui peut-être commence à croire qu'elle peut prendre le pouvoir. C'est plus compliqué que ça. C'est une Oui, commande de la c'est part une commande, de c'est Giscard. interdit. Une fois qu'il est élu, il ne veut pas voir le film Il veut pas que le film soit diffusé. diffusé. Mais ce que je veux dire, c'est dans le rapport entre guillemets, à une magnifique forme film. de modernité ou de se dire ma campagne peut être filmée. Enfin, la place aussi de la télé et de l'image dans cette campagne est très importante. Et dans ce spectre-là, il y a à gauche une union depuis le programme commun. Et donc Georges Marchais va soutenir François Mitterrand, d'ailleurs assez discrètement. On sent qu'il a conscience qu'il ne faut pas le gêner. Parce que pendant toute la campagne, le principal argument de Giscard, ça va être vous allez nous ramener les communistes au pouvoir. Et donc les communistes sont assez précautionneux du coup. Et Mitterrand, lui, pense qu'il peut gagner. Il même théorise le résultat qu'il doit avoir. Et donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de soutien de René Dumont. Ils le soutiennent, mais en lui disant en fait, c'est bon, là, tu as donné ton message, donc maintenant, tu ferais peut-être mieux de te retirer. Et d'ailleurs, lui-même, jusqu'au bout, se demande s'il va pas se retirer pour ne pas gêner François Mitterrand. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que en finissant le livre hier soir, je me suis endormi avec ton livre, avec la formule mathématique à la fin. Il y a une formule mathématique à la fin? Oui. Ai-je vraiment écrit ce livre Ah, alors? Ah oui! C'est magnifique, c'est une très, mais c'est pas dans le livre, ça c'est une dédicace. C'est délicat. Non, mais je la lis parce que je trouve que ça en dit long sur toi. Je trouve ça très très joli comment tu racontes ça. Ça te gêne que je le dise? Non, pas du tout. Mince, c'est où alors? C'est après les notes? C'est les remerciements, je pense. Ah voilà. Donc tu remercies tout un tas de gens et à la fin tu dis Amélie, bien sûr, aussi forte en maths que moi et avec qui nous avons merveilleusement démontré que 1 + 1 = 4. Voilà, Voilà. j'ai trouvé ça très, très joli. Je me suis endormi avec ça, tu vois. C'était très agréable. Mais je me suis aussi endormi avec l'idée que, et on en parlera peut-être avec Tondelier tout à l'heure, en fait, en 74, donc c'est une première mondiale, dis-tu, qu'un candidat aux élections présidentielles, des élections nationales, candidat écologique, se présente. C'est très intéressant parce que tu racontes effectivement toute la question qu'il y a entre les deux tours, quand il a perdu évidemment au premier tour, ceux qui poussent ce que tu viens de dire pour qu'il rallie la gauche, ceux qui disent non, ta parole au départ c'était tu n'appelleras pas à voter. Il a cette formule en disant moi j'ai jamais appelé à voter pour moi donc je ne vais pas appeler à voter pour quelqu'un d'autre. Bon, bref. Mais est-ce que ça veut dire que génétiquement les écolos ont du mal à se situer sur l'échiquier? C'est-à-dire qu'il y a la tendance de gauche. Bien sûr. Non, c'est intéressant. En fait, il y a eu plusieurs périodes, en fait. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on peut dire qu'à une certaine époque, l'écologie ou l'environnement, c'était plutôt vu comme quelque chose de droite. On peut dire que cette campagne va quand même arrimer l'écologie à la gauche. Mais ce qu'on peut noter, c'est que les écolos avaient pensé aussi pour cette campagne à Saint-Marc. On va vous trouver son livre. Et avait fait un livre qui avait été très... Incroyable. Mais attendez, le mec, il vient avec sa bibliothèque. Je me suis dit, pourquoi pas, c'est l'occasion de les sortir. Donc, Samar a fait ce livre qui avait été très remarqué. Alors, un tout petit peu plus haut, presque au niveau de ton visage. Très remarqué, et notamment par Pierre Monroy, qui avait fait une critique assez dithyrambique dans le journal du PS. Parce qu'en gros, c'est un énarque ou un haut fonctionnaire, j'ai un petit doute, qui
qui raconte, qui raconte son écologie. Et donc, du coup, c'est très structuré. Et par rapport aux autres écrits écolos, de penseurs écolos au pur beurre, entre guillemets, peut-être que ça rassure les, les politiques. Ouais. Et donc, Saint-Marc, lui, il ne veut pas être candidat, il soutient la campagne, mais entre les deux tours, comme chacun essaie un petit peu de verdir son programme, même si c'est vraiment pas le gros du sujet. Le gros du sujet, c'est de récupérer la voix des gaullistes. Mais même si chacun essaie un peu de verdir son programme, c'est Saint-Marc qui va un peu donner un coup de main à Valéry Giscard d'Estaing pour lui faire une feuille de route un peu écolo, et qui, après, dans le monde, va commenter son œuvre sans dire que c'est la sienne. Mais bref, pour dire que si l'écologie avait eu Saint-Marc comme candidat, peut-être qu'elle ne serait pas rentrée dans l'atmosphère sur la voie de gauche, quoi. Et Dumont, lui, est vraiment un homme de gauche. Il admire longtemps Fidel Castro, il admire même longtemps ce qui se passe en Chine avec Mao. Il va conseiller les Bien sûr. Chinois, il va conseiller les Cubains, et puis il Ouais, va se fâcher. il va se fâcher avec Castro. Et pour répondre très très vite, après, disons que ça campe un peu l'écologie, ça la rime au camp de la gauche plutôt. Et après, il va y avoir une période où ça va se poursuivre. Il va y avoir une période avec Wechter bien plus tard, hein, où ça va être le ni gauche ni droite. Après, une période avec Voynet, où ils vont s'allier non pas avec la gauche de la gauche, ou les altermondialistes, ce qui est Dumont avant son heure, Oui. mais avec la gauche de gouvernement, ça c'est Voynet. Et après, aujourd'hui, dans la période NUPS, on peut dire que c'est un retour de balancier vers une gauche un peu plus radicale. Mais en gros, cette question, on va toujours les travailler avec une belle formule de Jean-Paul Bessé, qui est le biographe de Dumont, mais qui n'a rien à voir avec Dumont, qui dit que l'écologie n'est pas une branche de l'arbre de gauche, mais un arbre à part entière. Et ça, c'est important pour les écolos, parce que sinon, ils auront toujours l'air d'être des supplétifs si on a à l'idée qu'ils ne sont qu'une branche. Là, tu dirais que Tondelier, Toussaint, ce serait une gauche, Alors, une peut-être écologie moins, radicale? non, peut-être moins aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se sont alliés au sein de la NUPES avec LFI, et que donc ça montre, en fait, il y a toujours chez eux un balancier, il y a toujours une aile qui veut entre guillemets, gouverner, ou qui est attirée par le PS, et il y a toujours eu une aile aussi plus attirée vers aujourd'hui Mélenchon, autrefois le PSU ou autre, quoi. Alors, René Dumont va d'abord publier un bouquin, Mm. L'Utopie ou la mort, Celui-là aussi. qui est extrêmement important. C'est Voilà. celui-là. Voilà, là voilà. Faut pas hésiter à rester un peu plus longtemps, parce que tu sais, Pardon, parfois les gens ils sont en train de regarder autre pardon, chose. pardon, Paf, paf, pardon les voilà. gens. Voilà. Et donc Arthur nous montre le livre Le livre. de René. Donc en gros, l'Utopie ou la mort, que j'ai longtemps cru intitulé l'écologie ou la mort, mais en fait non, c'est l'Utopie ou la mort. Tu peux nous dire ce qu'il y a dans ce livre? Oui, oui, alors c'est un livre très important, parce que c'est le livre qui acte la mue écolo de René Dumont. Jusqu'ici, il passe pas pour un ami de la cause, et avec ce livre, qui est un livre un peu d'intervention, un peu un livre coup de poing, il va payer sa dette déjà à tous les écolos, ou les penseurs écolos qui l'ont permis de faire cette mue-là. Et le plus important est peut-être le rapport du Club de Rome en 72. J'allais y venir. Ouais, donc ça, c'est vraiment ce qui fait la bascule. Il n'y a pas que ça. Il y a Barry Commoner aussi, qui est un biologiste américain qu'il aime lire et qu'il aime citer. Il y a René Dubos et Barbara Ward, qui sont économistes et biologistes et qui vont aussi l'influencer, d'autant qu'il connaît Barbara Ward. Mais en tout cas, ce livre, c'est son entrée dans l'écologie, Alors, et il y aura tous ces thèmes, pardon, il y aura tous ces ouais. thèmes fétiches, la surpopulation, la lutte contre le nucléaire, le tiers-mondisme, la lutte contre la bagnole. Tu nous apprends que ce rapport du Club de Rome euh, est en partie financé par Volkswagen, que un des membres du conseil d'administration, le président du Club de Rome est membre du conseil d'administration de Fiat, Ouais. et pourtant ce rapport qui est extrêmement important, hein, qui fait Mm. vraiment date et Mm. qui est une référence souvent rappelée, en fait, explique ce que on s'évertue à répéter ici, c'est-à-dire que le drame, c'est le capitalisme. Alors, je sais pas si Il eux, ne le dit pas comme ouais, ça. ils le disent pas comme ça, mais c'est exactement le sens. Effectivement, eux, ce qu'ils disent, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il peut pas y avoir une croissance infinie dans un monde fini, et ils soulignent 3 gros problèmes qui sont la pollution, la surpopulation et l'épuisement des richesses naturelles. Et Dumont va quand même pas mal reprocher certaines publications, en gros, de bien nommer le problème, mais de pas montrer la cause. Et donc lui, c'est vrai que C'est dès le ça. début, il dit que le problème, c'est le productivisme, ce qui est important, parce que du coup, ça fait un vrai schisme avec le reste de la gauche, et notamment avec le PC.
et donc du coup le capitalisme aussi. Et c'est un peu comme ça que Mitterrand va, entre guillemets, «l'avoir» sans trop avoir à se dépenser. C'est qu'une fois le premier tour fini, il va lui dire: «Mais je vous aime beaucoup, vous êtes un de mes écrivains préférés et vous avez tout à fait raison quand vous dites que le problème c'est le capitalisme, donc vous ne pouvez que voter pour moi, entre moi et Giscard». Alors oui, parce que c'est très important que tu rappelles qu'à ce moment-là, le PC est productiviste, c'est-à-dire qu'il défend les ouvriers, il défend le travail. Et quand je dis à ce moment-là, on pourrait l'enlever, parce qu'en en fait, on voit que c'est quelque chose qui reste aujourd'hui. C'est ça qui est très Mmh. intéressant dans ton livre, c'est que à la fois on voyage dans une époque qui est totalement révolue en termes de décoration, enfin de Ouais, ouais. décor, voilà, de société, de mode de vie, etc. Mais en réalité, tout est là. Oui, oui, les thèmes sont là. Il y en a même qui sont là en plus, entre guillemets, qui sont plus là maintenant, comme la surpopulation et le tiers-mondisme, qui sont 2 thèmes que les écolos ne portent plus vraiment. Mais tout le reste, la lutte contre le productivisme, la lutte contre, l'idéologie, de la bagnole, la lutte contre la pollution, et j'en passe, sont très présents et Dumont les met à l'honneur et il parle aussi de dénoncer le patriarcat. Je ne sais pas si on y reviendra parce qu'il a dans les mots, il a un discours féministe. Après, les féministes qui ont été dans sa campagne et avec qui, j'ai pu parler me disaient que c'était pas non plus le cœur de la campagne, loin de là, et qu'elles avaient du mal à se faire entendre. Bon, alors on va tout de suite, puisque tu parles de féministes, il se trouve que René Dumont va être rejoint par deux personnalités féministes. Christiane Rochefort Ouais. pour commencer. Tu as un livre de Christiane Rochefort là? Non, j'ai Non? pas le repos du guerrier sur moi. Tu l'as pas, voilà, Non. qui est une des fondatrices, enfin une des agitatrices du MLF, et une dénommée Françoise Daubonne, très connue de nos services, qui va écrire un livre justement intitulé Le féminisme ou la mort, Mmh. qui est en fait voilà, qui est en réédition ici. Bravo, bien Mmh. joué. Qui est en, voilà, alors Christiane Rochefort, ça va plutôt bien se passer. Françoise Daubonne, elle est tellement folklorique. Vas-y. Non, non, Christiane Rochefort, ça se passe bien, mais elle intervient peu. Elle fait un joli texte dans la presse où elle dit que Dumont dit tout ce qu'elle a toujours rêvé d'entendre, et qu'elle reprend aussi la question de la surpopulation pour dire que le candidat a raison. Mais voilà, elle s'en tient, enfin en tout cas de ce que j'ai vu, elle s'en tient là. Il y a Sophie Chauveau aussi qui, elle, Oui. est sur la péniche, qui est aussi, qui est du MLF, une féministe engagée. Et puis effectivement, il y a cette figure iconoclaste N'est-ce qui pas? vous est chère, donc Françoise Daubonne. Donc Françoise Daubonne, j'ai un peu l'impression qu'elle est passée telle une tornade sur la péniche parce que les permanents m'ont pas dit qu'ils la voyaient tous les jours. Mais elle, dans ses mémoires irréductibles, elle parle de son passage sur cette péniche, de sa rencontre avec Dumont qui l'a fortement marquée. Elle a un parcours incroyable. Elle a, elle a toujours été, j'ai l'impression, un peu solitaire. En tout cas, elle a une telle personnalité qu'elle a du mal à se fondre dans la masse. Donc du coup, c'est pareil pendant cette campagne. Et après, elle va essayer de retrouver Dumont à un colloque sur la surpopulation de l'ONU juste après la campagne. Et elle va effectivement, pardon, appeler son livre donc le féminisme ou la mort en hommage, elle le dit, à l'utopie ou la mort de René Dumont. Voilà. Et ouvrage dans lequel elle forge le concept D'écoféminisme, d'écoféminisme, tout à fait. qui est encore porté en partie par certaines écolos. Je pense à Sandrine Rousseau Mm. aujourd'hui. Donc là, on est Bah, typiquement dans les années 70, c'est-à-dire ouais. une forme d'effervescence intellectuelle. Oui, non, juste pour dire, c'est vrai qu'en fait, ils sont un peu redécouverts en même temps, j'ai l'impression, d'Aubonne et Dumont, enfin un petit peu en tout cas dans le milieu écolo, parce qu'il y a des rééditions dans les deux cas, et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a Sandrine Rousseau, mais pas que. Il y a une vraie actualité autour de ces deux personnes-là. Et oui, et les années, il y a un livre de Félix Guattari, celui-là c'est seulement le seul qu'il a écrit que je peux comprendre, qui s'appelle Les années d'hiver, qui est plutôt un recueil de textes d'ailleurs, et qui dit que les années 80 sont un peu les années d'hiver de refermement sur, voilà, sur le conservatisme. Alors même si c'est pas dans la bonne suite des saisons, moi j'ai un peu l'impression que ce début des années 70, c'est un peu les années de printemps. Parce que c'est ce que tu dis, c'est des années où tout bourgeonne, tout fleurit, on ne sait pas encore quelle fleur ça va donner, mais on a l'impression que tout est possible et tout va se refermer après au début des années 80. Mais donc le livre, c'est un récit vraiment au jour le jour de la campagne, au plus près de la campagne, mais j'ai aussi essayé de mettre quelques coups de sonde ou quelques éclairages sur d'où viennent ces idées, quels sont les penseurs qui les ont portées. Parce que ce qui est important de dire, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, l'Utopie ou la mort, c'est le livre où Dumont passe de productiviste à écolo, et il paie ses dettes. Et c'était important de montrer aussi dans le livre que Dumont était à la fois un prophète, comme le dit le titre, et aussi un héritier.
Voilà, et par ailleurs, c'est quelqu'un qui, comme beaucoup de gens de sa génération, vient de la droite pour aller, vers la gauche, ce qui est, Ah non, ça, je peux pas dire ça. ah bah, vu les, c'est attends, c'est pas lui qui a eu Si, des quand il même, pendant la guerre, si, mais alors, je vais faire si je peux me permettre en 2 secondes. En fait, lui, il naît, vraiment à gauche et son instituteur, enfin pas son instituteur, pardon, il y a un député de gauche qui lui fait un peu sa formation politique. Il adore, Eisenstein et le cuirassé Potemkin, il lit des poèmes de Jaurès, il oui, s'emballe oui. pour les anarchistes. Il est vraiment de gauche, anticolonialiste, dès les années 30 et il est surtout parce qu'il l'a vécu dans sa chair quand il avait 10 ans, avec son oncle agriculteur, ils ont entendu sonner le tocsin. Lui, il s'est un peu emballé, le tocsin, c'était sympa. Il y avait du mouvement. Et son oncle lui a dit non, c'est la fin des paysans, la guerre. Et donc, Dumont, à ce moment-là, est devenu très très fortement antimilitariste, Oui. mais antimilitariste de gauche et pacifiste de gauche, comme le père de Lionel Jospin d'ailleurs. Et vous savez, c'est un peu ce qu'on a appelé le pacifisme intégral. Et donc, c'est vrai que quand la guerre arrive, il est absolument pas résistant. Et en tant qu'agronome, il pense qu'il est très important qu'il continue de dire ce qui se passe, de dire ce qu'il faut faire. Et donc, c'est vrai qu'il écrit. Il écrit dans Terre France, les Terres En France. Oui. 43-44, Ouais, il voilà. écrit dans un journal voilà, spécialisé, mais contrôlé par le gouvernement de Vichy. Mais ce qui est drôle, enfin ce qui est drôle, c'est pas drôle du tout d'ailleurs, mais c'est lui qui en parle en fait, sinon personne ne l'aurait jamais su, ou les gens de l'époque qu'on Non, n'interroge mais plus. objectivement, bon, voilà, Ouais, comme ton temps est pris, non, je trouve ça bien. Non, je veux dire, tu as l'honnêteté d'en parler dans le bouquin. bien sûr. Ça te montre que j'ai lu le bouquin, Oui, que j'ai oui, quand même vu que. Bon, voilà. non, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les clivages étaient peut-être pas aussi prononcés. Enfin, c'est compliqué. Ouais, C'est compliqué. Tu parles de Jospin. de son père. Comment? Son père Tu parles du père de et Jospin à de. l'instant, mais Jospin Lionel Ouais, apparaît à la ouais, fin du bouquin. c'est un Voilà, petit happening. voilà, il y a tout un tas il y a tout un tas de gens. C'est vraiment rigolo. Parce que je voudrais surtout pas oublier ça, que si tu l'as en tête, sinon je retrouve la page. Le dernier clip de campagne en 1974, le discours qu'il tient, Je crois que c'est sur les 5 dernières minutes. c'est ça. Alors, j'ai plus le verbatim, Ah, t'as mais, plus le verbatim. Attends, je vais essayer de le en retrouver. gros, il dit. Je trouve ça Ouais, magnifique. c'est beau. C'est magnifique. Je sais Alors, pas si je vais le retrouver. est-ce que je défleure un peu tout en l'habillement, ou est-ce que je te laisse le. Ça doit Euh, être dans Dernière ligne droite, je pense, le chapitre de Dernière ligne droite. Dans Ça dernière ligne serait droite, assez bah, attends, logique. je vais essayer Alors, tu sais quoi, le temps de le retrouver, Ouais, je voudrais te faire parler d'autre chose ouais, qui m'a beaucoup surpris et très agréablement. ouais. Et je te cache pas que, très très modestement, je me suis posé la question par rapport au poste, etc. En fait, dans l'équipe de campagne de René Dumont, Ouais. j'apprends en te lisant que c'est infesté de Il journalistes. y en a. Il y a un maximum de journalistes, et pas des moindres, c'est-à-dire des gars qui bossent pour l'Aurore. Mm. Alors, contrairement à ce que le chat raconte, Arthur a démissionné du JDD. Il n'est plus au JDD. Déconnez pas, là. Donc, Sinon, j'aurais pas eu le temps d'écrire le livre. il y a un journaliste de l'Aurore. Il y a un Ouais, ouais. journaliste de RTL. Oui. On est en 74. C'est quand même déjà une radio. Moi, je qualifie de droite, si tu veux. Enfin, bon, voilà. Et il y a. Alors, ça, est-ce que tu peux raconter ça comme Ouais, ça bien sûr. Ce mélange des genres, qu'on appellerait aujourd'hui mélange Bien des sûr. genres. Mais déjà, entre ceux qui revendiquent la paternité de l'idée d'une campagne d'un écolo, il y a un groupe de journalistes, piloté un peu par Jean Carlier, donc, qui est directeur de l'information de RTL, et qui a écrit lui, c'est un peu un pionnier parce que c'est le premier qui se bat pour que le parc de la Vanoise reste le parc de la Vanoise et ne devienne pas une trop grande une station de ski. Et donc, lui, il a un rôle important. Et d'ailleurs, il apparaît dans les clips de campagne, comme Alain Hervé, qui est le directeur du journal Le Sauvage, qui est un des 2 grands journaux écolos de l'époque. Donc, il y a Le Sauvage, qui est une émanation de l'Obs, Oui, et La Gueule ouverte, qui est une émanation de Charlie Hebdo. Voilà. Et donc, Le Sauvage fait un peu campagne, enfin, en tout cas, lui, et il y a aussi Lalonde qui y travaille, font un peu campagne pour Dumont, mais comme ils appartiennent à l'Obs et que l'Obs roule pour Mitterrand, et ben, ils n'appellent pas à voter pour Dumont. Donc, il y a cette première frange-là. Il y a Actuel, qui est le journal underground de l'époque. De Jean-François Ouais, Bizot, paix à exactement. son âme. Et il y a Rambaud et Yves Frémion qui, avec d'autres, écrivent en 2 nuits un numéro spécial d'Actuel et qui vont le livrer sur la péniche. Et c'est là où il y a la plus grande interview de Dumont et c'est sans doute le journal qui s'est le plus engagé parce que La Gueule ouverte a un petit peu appuyé, mais pas jusqu'au bout. Et une de ses principales figures,
Isabelle a demandé à la fin à ce que Dumont se retire. Donc disons qu'il y a une constellation de journaux un peu à la marge, entre guillemets, ou de journaux écolos, et effectivement des figures plus installées. Et tous ces gens-là ont un rôle important dans la campagne. Hein, oui, donc Alain Hervé, Jean Carlier, les gens d'Actuel, quelques personnes de la gueule ouverte. Alors, je Oui. t'interroge là-dessus, j'ai trouvé la citation. Hein. Je t'interroge là-dessus parce que, bien sûr, on sait qu'à l'époque, et le cabage du Hamel, euh, on sait pour qui il roule, mais il roule idéologiquement, c'est-à-dire qu'ils mettent pas la main à la pâte dans la campagne. On les Ah voit oui, pas, oui. on les voit pas en train de coller des affiches Non. pour voilà. Ils font des éditos, très bien, mais là il y a quelque chose de militant, Ah oui, complètement. d'activiste. Et dans ton livre, tu ne nous dis pas comment Ouais. c'est perçu par les rédactions, comment c'est perçu par les collègues. Oui, c'est vrai que je le dis pas pour une raison qui est assez simple, c'est que je ne le sais Tu pas. sais pas. Après, j'ai l'impression, par exemple, j'ai retrouvé une longue interview de Vadreau et de Marc-Ambroise Rendu, et l'impression que ça donne, c'est qu'en gros, leur rédaction ne regarde pas trop ça de Ouais. très près, s'en Ouais, fiche ouais. un petit peu. Les seules rédactions où ça pose un problème, c'est entre guillemets Le Sauvage, où on veut pas quelque part que Alain Hervé aille au bout de sa démarche. Le Sauvage, donc qui est un peu le journal de l'Obs Oui, c'est ça. pour essayer de contrecarrer un peu les gauchos de l'écologie. Enfin, moi, c'est comme ça que je Ils sont l'ai de perçu. ouais, ils sont de gauche quand même, parce qu'il y a des gens comme Marcus qui écrit. En gros, Herbert Marcus. oui, Ouais. ils ont des. Disons C'est qu'eux pas rien. ont les plumes les plus célèbres, entre guillemets, Gors, Marcus, Lawrence et Saint-Marc. Et côté La Gueule Ouverte, ils ont Pierre Fournier, qui est la figure du journal. Il meurt très vite, mais quand même. Et puis il y a Cabu, il y a Wolinski, il y a GB, il y a des dessinateurs Ouais, très absolument. célèbres. Absolument. Oui, André Gorz qui apparaît souvent dans ton livre. Il y a tout un tas de gens qui soutiennent René Dumont, qui, on dirait aujourd'hui, qui font des fiches ou qui Ouais, c'est ça. écrivent des tribunes. Nous sommes le vendredi 3 mai 1974. Tu écris, comme tous les candidats, l'encombrant prophète dispose d'un tout dernier temps de campagne officielle. Dans son pull rouge, qui est devenu son habit de candidat, René Dumont fait ce qu'il sait faire de mieux. Il alerte les yeux dans les yeux. Je te laisse lire le passage. Qu'est-ce qu'il dit, René Dumont? Parce qu'une certaine manière, tu as été René Dumont pendant de longs mois à écrire ce livre. Ouais, Et là, c'est très important par rapport à aujourd'hui. Alors déjà, il aurait bu un petit verre d'eau, parce que comme moi, il a la bouche un peu Ah bah sèche. attends. Non, mais j'en ai un, j'ai ma gourde, Ah, t'as ta gourde. Ah, Ah, ouais, ah ouais. Qu'est-ce qu'il dit, René Dumont? Il dit: Bonsoir mes amis, ce sont mes 5 dernières minutes et je ne voudrais pas que dans un demi-siècle, vos petits-enfants disent: ce sont nos 5 dernières minutes. Si nous continuons notre attitude incompréhensible, irresponsable devant la dégradation de la nature. Mais on pourrait dire la même chose presque aujourd'hui, en fait. Mais c'est pour ça ça, qui est... c'est pour ça que je te Ouais. dis ça. C'est-à-dire qu'il dit, je ne voudrais pas que mes petits-enfants, dans 50 ans, c'est-à-dire Nous. exactement au moment où on parle, Exactement. on est pile 50 ans après, à un mois près, quoi. Ouais. Et est-ce qu'on ne vit pas, non pas nos 5 dernières minutes, mais en tout cas, le dérèglement climatique, enfin voilà, on est dedans. Je sais plus où je l'ai mis, mais en gros, si vous vous souvenez... Ah, c'est là. Si vous vous souvenez de ce dessin de... Ah, alors attends, faut que je change de caméra. Ah. Oh voilà. Attends, hop, je vais je encore bouge changer. pas. Alors là, un peu plus vers toi, en fait, Ouais. au niveau de ton visage. D'accord. Si vous vous souvenez de ce livre et de ce dessin, en gros, ce que propose Dumont, c'est l'utopie ou la mort, et donc 2 trajectoires possibles. On ne peut pas dire que sa campagne ait permis de radicalement changer le cours des choses. Ouais. Lui, il savait qu'il n'allait pas récolter beaucoup de voix, mais il disait qu'il voulait réveiller les gens. C'était le but de sa campagne, aussi de semer pour que les autres puissent après récolter. Mais oui, c'est vrai que les problèmes que pose Dumont dans les années 70 sont pour la plupart toujours d'actualité. Après, on peut être d'accord ou pas avec les solutions. Il est souvent excessif, il est souvent dans la provocation. Et puis même quand il est ni excessif ni dans la provocation, il soutient des choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Il est assez admiratif de ce qui se passe en Chine avec Mao. Il a fait ce qu'il a fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur la surpopulation, il est pour des mesures extrêmement sévères et qu'on pourrait réprouver, comme il dit que l'abandon des petites filles en Chine, il faut regarder de plus près. Enfin,
En fait, un personnage n'est pas intéressant parce qu'il est lisse, mais aussi par ses aspérités. Et Bien Dumont, sûr. il en a pas mal des Bien sûr, aspérités. bien sûr. J'ai oublié de dire qu'il s'agit d'un ouvrage dans la collection Reporter au Seuil. Oui, Comme je te le disais hier au téléphone, à ce moment-là, on se vous voyez, j'ai trouvé le format un peu étrange au départ, mais en fait très agréable, plutôt style Actes Sud. Là, je parle du livre ce qui est une bonne référence. qui est une excellente référence, c'est-à-dire un peu étroit, un peu haut. Et assez agréable. Alors, il se passe un truc en 74, et tu nous apprends, en fait, pourquoi aujourd'hui, quelqu'un qui veut être candidat à l'élection Ça, c'est assez présidentielle drôle. a besoin de 500 signatures. Or, à l'époque, il s'agit de 100. Ouais. Ouais. Et il se C'est- passe un truc. Oui, il se passe un truc. C'est qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de candidats. J'ai plus le chiffre en tête, mais il y en a beaucoup. Et aucune candidature ne pose vraiment de problème. Même, il y a un candidat qui est royaliste. Royaliste, oui. Pour une république, pour prendre la tête de la 5e République, un royaliste. Bertrand Renouvin. Exactement, ça pose pas de problème, un royaliste pour la République. Mais alors par contre, il y a René Dumont. Alors lui, René Dumont, comme il est un peu écolo, tout ça, eh ben, les sages se demandent, mais est-ce que c'est bien sérieux? Et surtout, est-ce que c'est pas un détournement de l'élection à des fins de propagande environnementaliste? Et en fait, en gros, est-ce que c'est pas une association qui est en train de détourner le but d'une élection? Et donc, il se pose quand même très sérieusement la question d'interdire sa candidature. Ils sont majoritairement, on sent qu'ils sont plutôt pour, mais ça bute sur une question de droit, c'est qu'ils ne voient pas sur quoi s'appuyer pour le faire. Et donc, finalement, ils vont être un peu la mort dans l'âme, je dirais, obligés de valider la candidature de René Dumont. Et comme c'est à l'époque, effectivement, que sans signature, et qu'ils n'ont pas adoré ce qu'ils ont été obligés de faire, et qu'ils trouvent que c'est un candidat farfelu, ils vont pousser le curseur. Après, ce sera 500 signatures. Voilà. Voilà. Donc Et c'est à cause de René Dumont si les petits candidats ne peut-être. peuvent pas Ouais, il y a un peu de ça. bonjour la gauche. La phrase exacte du Conseil constitutionnel, tu la cites. On se trouve en présence d'une opération de propagande organisée par un réseau d'associations de protection de la nature. Donc on voit combien, comme toujours, les institutions sont en retard sur la société. Enfin, c'est mon point de vue. Il y a à ce moment-là, dans les années 70, tu décris le champ écologique parce que si René Dumont est le premier candidat d'écologie politique, il y a déjà de l'écologie politique Oui. avec un certain nombre de rassemblements, soit contre le nucléaire, soit le Larzac, etc. Est-ce que tu peux restituer l'ambiance? Oui, oui. Alors, je dirais que le Larzac, c'est pas quelque chose de 100% écolo, mais que les écolos y sont. Tandis que le nucléaire, ça va vraiment être le ciment de la lutte écolo qui est, donc, comme on l'a dit, très disparate au début. Donc, ça va leur servir vraiment de colonne vertébrale. Et donc, en fait, effectivement, ce qui est important de dire, c'est que l'écologie politique et la candidature de René Dumont, c'est un peu la cerise sur le gâteau, et que le gâteau, il existe avant, avec par exemple, et c'est très important, la première grande manif contre le nucléaire à Bugey, c'est organisé par Fournier, il y a tous les amis de Charlie Hebdo qui y vont, et c'est vraiment Charlie Hebdo fait une manif, quoi. C'est Choron et Avinet, ils cassent le piano. le piano que Daniel Fournier, la femme de Pierre Fournier, avait. Alors, Pierre Fournier, c'est le fondateur de ouais, la Gueule ouverte. Hein. Exactement. Et donc, il fait cette manif-là. Est-ce que tu es sûr que c'était du vin? Parce que quand je t'ai lu dire Choron était aviné, je me suis dit, est-ce qu'il est sûr que c'était du vin? C'est peut-être autre de chose. l'eau. Ça devait être Voilà, de l'eau. il fracasse un Il coup de fracasse bouteille. le piano qu'avait Possiblement, un coup de difficilement pu bouteille. acheter Daniel Fournier. Et Fournier est pas hyper content du coup de ce week-end. Il dit on n'a pas trouvé notre Cohn-Bendit, on n'a pas de grand leader. Et puis, mais il dit quand même c'est l'acte de baptême de l'écologie de ce côté de l'Atlantique, parce que tous les mots sont importants. C'est-à-dire qu'en vrai, ça avait commencé de l'autre côté de l'Atlantique. On a cité tout à l'heure quelques intellectuels qui étaient américains. Et l'acte de baptême de l'écologie, ce qui est important, c'est qu'il dit pas de l'écologie politique, mais bien de l'écologie. Et c'est Dumont qui va venir politiser ce mouvement. Alors la toute première, juste pour l'anecdote, mais la toute première manif contre une centrale, c'était à Fessenheim. Je crois qu'il y a un lieu qui vous est cher aussi. Absolument. Ah, on se revoit. Oh, bah, quand ça vous est cher, oui. Ah, ouais, merci beaucoup. Fessenheim, donc, centrale nucléaire, la plus grosse centrale nucléaire à l'époque, dont Françoise de Bonne fera sabotage en 1975. Et lui, René Dumont, il vient 2 ans avant. Alors, ce que je veux dire en Ouais. un micro-mot, c'est que c'est les Alsaciens, et c'est pour ça que je me permets de dire, c'est que c'est les Alsaciens qui font la première manif contre Fessenheim, anti-nucléaire. Fournier voit ça, il se dit, je vais faire quelque chose de plus grand, et dans mon style, il le fait à Bugey 01. Il le fait là-bas, et aussi important de l'Alsace parce que c'est un des foyers, et c'est notamment là où aura lieu la toute première candidature en 73, mais une législative partielle d'un écolo.
Il y a une phrase, page 127, de René Dumont, que je trouve, comme tu la qualifies, de glaçante. Vous ne savez pas si en face de vous, la centrale nucléaire, ce n'est pas le peloton d'exécution à long terme. C'est une phrase extraordinaire. Ouais. Oui. Alors après, à la lecture des livres de René Dumont et de ses interviews, j'ai l'impression qu'effectivement, il prend à bras-le-corps cette question du nucléaire civil pendant la campagne. Et qu'avant, c'est pas forcément la question qui l'obsède le plus, mais que c'est vrai que pendant la campagne, il demande un moratoire sur le nucléaire. Il va à Fessenheim et il a cette phrase effectivement qui est forte. D'ailleurs, quand il va à Fessenheim, on l'empêche. Il y va avec Cartier-Bresson, le photographe, qui le soutient discrètement, mais qui le soutient activement. Il y va avec lui et on l'empêche de rentrer sur le site de la Oui, c'est ce que tu centrale. racontes. Et donc, il improvise un petit moment avec la presse, assis sur le capot d'une Volvo. Parce que pendant la campagne, en fait, il y a quand même beaucoup de ces déplacements qui sont perturbés, où les choses ne sont pas vraiment calées. C'est la même chose quand il va à Fos-sur-Mer pour voir les supertankers, la chimie, la sidérurgie, tout ça. On ne le laisse pas rentrer. Et là, ce qui est rigolo à Fos, c'est que c'est plutôt les gens de la CGT qui ne le laissent pas rentrer en lui expliquant qu'eux, de toute façon, ils votent Mitterrand. Et que Le programme il y a rien à commun, voir. Le programme rien commun. que le programme commun. Tout le programme commun, comme dirait Georges Marchais. C'était ça Ouais. la phrase de l'époque que tu rappelles dans le bouquin. Alors justement, il y a une petite scène qui est rigolote quand même. C'est Édith Cresson qui vient sur la péniche. Non mais les amis, cette campagne elle est dingue. Qui vient sur la péniche de l'équipe de campagne de René Dumont, amarrée sous le pont de l'Alma. D'où le pseudo de Zouave du pont de l'Alma. Et donc il y a Édith Cresson, la jeune et fringante Édith Cresson, qui vient faire allégeance, enfin plus exactement, qui demande à ce que René Dumont se retire pour faire plus de voix pour Mitterrand. Mais elle commet une erreur. Bah oui, elle y va avec un manteau de fourrure, si ma mémoire est bonne, en tout cas dans ce qu'on m'a raconté. Donc les écolos sont un peu hors d'eux de voir qu'on vient leur donner la leçon et que, en plus, dans ces conditions-là et dans ces habits-là, donc je crois que c'est Vadrot, si je ne me trompe pas. C'est ça. Elle est venue dans un vrai manteau de fourrure, se souvient Claude-Marie Vadrot, qui est donc un des journalistes qui soutient. Voilà. Il a fallu retenir les camarades qui voulaient la foutre à l'eau ou sur le quai. Donc c'est quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça montre aussi que jusqu'au bout. Ils aiment bien l'eau, nous dit Bietchino. Ils aiment beaucoup l'eau. Ah bah, puisque vous me dites ça. En fait, par exemple, à Bugey, beaucoup se sont baignés à poil dans la rivière près de la centrale, alors que quand ils étaient à Fessenheim, le public était c'était un peu plus corseté, c'était un peu plus les chemises. Et puis d'ailleurs à Fessenheim, ils font leur manif devant l'église, ça veut tout dire, c'est que c'est pour eux le lieu important. Tandis que Bugey, c'est beaucoup plus 68 arts comme ambiance. Alors, comme tu es pris par le boulot, on va doucement vers la fin de notre entretien. On attend Marine qui prendra ta place. Tu pourras lui parler du pull. Donc, René Dumont, il a aussi une phrase qui est restée assez célèbre, puisqu'elle va être reprise plus ou moins par des manifestants, qui est une phrase sur le tout bagnole. Alors là, à l'époque, on est en plein dedans, notamment Pompidou, qui va inaugurer le moindre tronçon d'autoroute. Ça, c'est vrai. À propos d'autoroute, on essaie demain de monter un multiplex. Si vous allez sur la manifestation contre l'A69, on a besoin de vous pour faire le multiplex en direct, comme on l'avait déjà fait à l'époque pour les bassines. Ce serait vraiment génial si vous allez là-bas et si vous voulez filmer en direct avec et pour Repost. Je pense que Rial va mettre le lien, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Alors Pompidou et tout le monde est là, c'est le tout bagnole, Renault Superstar, Citroën Superstar, etc. Et lui, René Dumont, il a cette phrase, la voiture. Ça pue, ça pollue et ça rend con. Alors c'est une phrase qu'il a reprise en changeant le dernier terme de manifs qu'il y avait il y a eu une ou deux manifs au tout début des années 70, plutôt fomentées par les Amis de la Terre. Donc là, on voit encore que Dumont embrasse la culture écolo, mais il la devance pas forcément. Et effectivement, pendant la campagne, il va faire beaucoup de ses déplacements à vélo. Et on le voit souvent avec des plein de jeunes qui sont derrière lui à roller ou qui s'accrochent un peu à son vélo, mais vraiment très jeunes, ou parfois il va en carriole à son meeting. Ce qui l'empêche pas d'arriver en avion parfois,
pour ensuite prendre le vélo. Mais c'est vraiment un des symboles de sa campagne que ce vélo. Et effectivement, donc lui, il a cette critique qui est très sévère sur les voitures. Il veut interdire les véhicules au-delà de 4 chevaux. Il veut presque tripler, je crois, le prix de l'essence. Et il dit que de toute façon, on ne peut pas faire la révolution avec des gens qui rêvent de week-end en bagnole. Et donc, il s'appuie sur des textes, notamment dans Le Sauvage, un texte d'André Gorz sur l'idéologie sociale de la bagnole. Mais il n'y a pas que Gorz qui écrit là-dessus. Illich le fait un peu. Je crois que Sauvy fait aussi un livre. Charbonneau aussi. Enfin, tout ça pour dire que à l'époque, c'est un vrai thème. Et même à un moment, on aurait pu se demander si c'était la lutte contre la bagnole ou le nucléaire qui allait devenir le ciment de l'écologie. En fait, c'est devenu le nucléaire. La lutte contre la bagnole est restée, mais avec une place moins importante. Mais à l'époque, c'est vraiment quelque chose que les écolos revendiquent et mettent en avant. Et pourtant, on apprend au détour d'une page que René Dumont, si on le voit beaucoup sur son vélo, s'il est cycliste réellement, mais qu'il se met également en scène pour les télévisions, il prend pas que du vélo, celui-là. Non, ce que je disais tout à l'heure, il arrive parfois en avion sur le lieu de ses meetings. Ça n'a pas l'air de le déranger. Parfois, dans la campagne, il dit qu'il aurait préféré faire autrement, mais il n'y a pas le même rapport. Je pense qu'il n'y a pas la même fétichisation de l'objet voiture que de l'objet avion, et que du coup, ça se concentre sur l'abcès, c'est la voiture. L'abcès qu'il faut crever, c'est la voiture. De René Dumont, de l'aventure frappadingue de cette campagne électorale que tu narres vraiment très très bien, le prophète qui avait raison, la présidentielle de René Dumont, que reste-t-il, camarade? Il reste qu'on est là à en parler. Donc déjà aujourd'hui, c'est une campagne qui est un peu redécouverte. René Dumont, il y a certains de ses livres qui sont republiés au Seuil. On l'a dit, il a quand même mis les mots sur un certain nombre de problèmes que les écolos portent toujours, contre lesquels ils luttent toujours. Donc il y a une vraie mémoire qui est transmise. On l'a dit, sur les thèmes de campagne, la bagnole, le patriarcat, la lutte contre le productivisme, il y a beaucoup de choses qui sont encore actuelles aujourd'hui. Voilà, il y a des choses que les écolos ont laissées entre-temps. On l'a dit, ça peut être la surpopulation ou le tiers-mondisme. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un peu le dernier chapitre s'appelle Notre Père parce que c'est son enterrement, donc c'est un peu un jeu de mots un peu facile peut-être, mais c'est qu'il reste aussi pour les écolos un peu leur père, même si ce qui est intéressant à dire, c'est que la campagne date de 74. Et après, Dumont, il dit moi j'ai fait mon taf. Maintenant, les petits, les enfants, c'est à vous de vous structurer. Oui, il y a un côté faites mieux. Ouais, il y a un côté faites mieux, effectivement. Je vois pas à quoi tu fais allusion, mais il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et donc, il y a à Montargis. Sauf que lui se retire. C'est ça, à Montargis, c'est là où il met la dernière fois la main à la pâte. Il participe à une espèce de grand Woodstock politique sur 2 jours pour que l'écologie se structure. Et en fait, l'écologie se structure pas du tout, ou pas assez. Et donc, lui, il reprend un peu ses billes, il refait ses voyages en tant qu'agronome, il est invité un peu partout. Et l'écologie politique, elle n'est que 10 ans après. Le parti Les Verts ne naît que 10 ans après la campagne de Dumont. Et pourquoi il faut 10 ans Parce qu'en fait, les écologistes, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de sa campagne comme si elle allait de soi, mais beaucoup d'écolos étaient pour qu'il n'y ait pas de campagne parce qu'ils ne voulaient pas participer au cirque électoral. Il y avait une tendance spontanéiste ou, entre guillemets, gauchiste, donc qui voit les choses comme ça. Il y a une tendance environnementaliste. Ici, on ne met pas de guillemets à gauchiste. Alors, islamo-gauchiste. Ah non, ça on enlève. On parle même pas. Ça, c'est en cancel tout de suite, monsieur Politico. Non, mais ça va pas, non. Non, je rigole. Donc, il y a une phase trop à gauche qui trouve que c'est élection piège à con et des environnementalistes qui trouvent que c'est pas le rôle que de faire de la politique. Et donc, pour mettre tous ces gens-là d'accord, et puis il y a les spontanistes, entre guillemets, qui veulent pas d'un truc organisé, qui veulent organiser l'inorganisation. Il y en a un qui m'a dit une phrase que j'aime bien, il m'a dit c'est justement, c'est difficile d'organiser la spontanéité. C'est pas faux. Pas mal. Ouais. Pas mal. Pierre Merejewski, pour lui rendre hommage. Tu ne racontes pas ton enquête, hein. Non. C'est pas ton truc, bon voilà. Mais moi j'ai envie de te demander, voilà, Ouais, est-ce que ces grands témoins que tu as retrouvés, qui ont au moins 70 ans, hein, parce que s'ils ont 20 ans, il y a 50 ans, voilà, bon, et parfois plus, ils étaient heureux, ils étaient, j'imagine, d'en parler, mais est-ce qu'ils avaient du dépit par rapport à la situation actuelle? Est-ce qu'ils regardaient la situation actuelle? Alors j'avoue qu'on est resté assez focus sur 74. Sur les faits. Ceux qui s'en souvenaient, que j'ai pu retrouver, parce que malheureusement il y a des personnes qui
mais étaient toutes assez contentes d'en parler. Ouais. Non, donc j'ai fait un travail, oui, comment j'ai fait le bouquin, c'est en rencontrant, enfin en parlant plutôt avec beaucoup de personnes, avec un gros travail d'archives papier, avec un travail d'archives au musée du vivant qui garde les archives de René Dumont, je crois que j'ai écouté tout ce que je pouvais sur l'INA, que ce soit radio ou télé, et puis des livres surtout, parce que dans pas mal de livres, on trouve des petits bouts de campagne éparpillés, parce qu'elle n'a jamais été racontée, mais voilà. Non, et c'est pas oui, et aussi, il y a malheureusement des personnes qui ont disparu, mais que j'avais pu voir pour le précédent bouquin, et des notes dont je m'étais pas servi forcément, et qui m'ont aidé, qui m'ont été utiles. Et non, non, mais c'est vrai que c'est une mémoire voilà, qui doit être transmise maintenant, parce que c'est le bon moment, je pense. Je profite de ton savoir Oula. autour des mouvements de gauche et surtout écologistes, pour te demander ton point de vue sur ce qui se passe aujourd'hui, sur les élections, à la fois, à la limite, la campagne de 2024 de Marie Et ben alors, Toussaint. je vais être super décevant, parce qu'en fait, avant, j'étais donc au Journal du Dimanche, j'en suis parti. Ne vous inquiétez pas dans le chat, mais je suivais la politique, et en fait j'étais un peu un drogué à la politique, et donc au parti de gauche, parce que c'est ce que je suivais. Oui, Et depuis que je suis sur les questions climat-énergie, j'avoue que je me, comment on dit, d'un drogué qui se sève. oui, Euh, Sèvres. oui, et ben je fais un peu pareil, donc j'ai suivi la campagne de très très loin, et j'aurais vraiment pas un avis Bah, alors, pertinent à donner. tout de même, par exemple, sur comment l'extrême droite, tout d'un coup, vient de baisser complètement le masque Sur le renouvelable. sur le renouvelable. Hier, Marine Le Pen qui a dit, moi, les énergies renouvelables, j'en veux pas. Non, mais c'est intéressant, parce que je voyais aussi sur Twitter des petites compilations vidéo montrant Marine Le Pen dire qu'elle voulait sortir du nucléaire, et puis maintenant elle est à fond pour. Et en fait, ils embrassent, je ne sais pas s'ils le créent ou s'ils l'embrassent, l'espèce de backlash anti-écolo. Et effectivement, il y a plus. Le discours est très pro-nucléaire, très anti-écolo. On le voit sur les territoires, mais en fait, il y a un rejet, par exemple, de l'énergie éolienne qui va de l'extrême droite à la droite, enfin, l'éolien terrestre. Ouais. Mes nouvelles fonctions me permettent de l'affirmer. Donc voilà, oui, oui, il y a. Attends, je pense que c'est notre invité. Oh. Ah, Alors, il faut dire. Attends, excuse-moi, j'avais ouais. coupé le micro. Ah, bah, Voilà, parce que vas-y. donc c'est Augustin, que je ne connais pas, qui accompagne Marine Tondelier, qui est en bas et qui voulait savoir où est-ce qu'il devait se rendre. D'accord. Voilà, donc ils arrivent d'un instant à l'autre. Ils vont trouver. Non, j'en Voilà. profite, c'est la fin, mais pour remercier Hervé Kempf, qui, quand je lui en ai parlé, il a tout de suite été emballé. Et moi, c'était un projet qui me tenait à cœur, et de rencontrer quelqu'un d'enthousiaste, c'est toujours sympa. C'est pas toujours le cas, donc voilà. Hervé Kempf, fondateur du site Reporter. Je vais faire un truc. Ouais. Je vais refaire une Oups. photo de toi parce que avec tes bouquins, c'est trop génial. D'accord. Si ça t'embête pas. Ah, je vais mettre Françoise Daubonne dans les plus. Non, 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 c'est bon, pas de placement de Parce que produit. David vous cache des choses tout de même, je tiens à le dire. Euh, Il a des passions cachées. Ça suffit, ça suffit. Ok, super. Ok, c'est super. Alors, il faut peut-être ranger les bouquins Ah oui, il faut ranger. pour que c'est pas- Marine Tondelier puisse venir. Voilà. Non, quand même, juste montrer Vas-y. celui-là de son biographe, si vous voulez un truc sur sa vie. Le biographe de René Voilà. Dumont, Jean-Paul Bessé, que Ouais. tu cites Oui, plusieurs ça, fois, et ça, c'est l'autobiographie de Dumont, mais c'est des questions-réponses, donc c'est très vivant. agronome de la faim. Voilà. Ça, c'est son journal de campagne, mais c'est un peu fait de briquet de broc, mais Attends, c'est un sympa. peu plus sur ta gauche. Ma gauche à moi. Voilà. Et un tout dernier, parce que je ne voudrais pas le montrer. En 71, c'est pour montrer que c'était dans l'air du temps, c'était le premier ministre de l'Environnement, donc sous Pompidou, Robert Poujade, et qui dépeint bien son époque, donc de droite. Eh oui. Mais un livre intéressant, bien écrit, et pas trop langue de bois, même pas langue de bois. Par exemple, tous ces livres, Oui. d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, peut-être pas, mais regardez.
ici, puisque aujourd'hui c'est la bibliothèque, ici c'est quand même l'occasion d'en parler, les livres des auteurs de la Fabrique que nous avons invités au poste. Raphaël Kempf, fils d'eux, Paul Rocher, 2 fois, Arnaud Vivian, 2 fois, Elsa Deck Marceau, voilà, tous ces gens-là, édités à la Fabrique, un immense baiser aux copains de la Fabrique et aux proches d'Éric Hazan, qui donc l'éditeur qui nous a quittés hier à 88 ans. Est-ce que tous ces ouvrages, il faut les prendre comme une idée que à l'époque il y a une effervescence intellectuelle beaucoup plus grande que les tweets clash d'aujourd'hui? Oui, il y a quand même Mais on fait pas les vieux cons non plus. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il y a plus d'intello écolo dans la sphère publique qu'aujourd'hui, et des grands penseurs, notamment notamment américains, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais parfois, c'est des biologistes qui écrivent et leur livre a un énorme succès. Parfois, c'est des sociologues. Parfois, c'est le père de Pierre Moscovici, Serge Moscovici, écrit beaucoup de livres qui ont influencé les écolos et dont Marine Tondelier va vous parler. Alors voilà. Alors Marine, est-ce que vous pouvez vous installer ici? Bonjour. Pardon. Quand même. Pouvez-vous? Oui, je suis désolé. Le pantalon assorti au fauteuil. Ouais, mais il est modem, mais il veut pas le dire. Ça va pas, non? Mais c'est vraiment. Alors on va vous voir, monsieur. Alors il faut vous mettre là, si vous voulez être hors champ. Là, on a vu que votre... Attends, Arthur, attends. Que se passe-t-il? Il y a une grande confusion sur ce plateau. Oui, je suis super content. Bonjour Marine. Bonjour. C'est très gentil de prendre le temps. Il y a un train à 10h40, c'est ça? Il faut partir à 10h40 Exactement, je rentre à Hénin-Beaumont pour une fin de campagne mouvementée. Tournée des bars avec Benoît Vito de toutes les terrasses lilloises. Et on termine de 23h à minuit par le collage. Vous savez, il faut tenir les panneaux, dont celui de la place de la République, bien sûr. 23h à minuit. Voilà, pour que ce soit Marie Toussaint plutôt que Jordan le Mytho sur les panneaux tout le samedi, parce qu'on n'a plus le droit de coller à partir de minuit. Voilà. Et là, on a le droit de parler. Oui, sur Twitch, on peut parler tant qu'on veut. Mais je crois que toi, par ailleurs, tu as toujours fait ce que tu voulais, donc c'est l'avantage. Mais on va pas mettre mal à l'aise Arthur Nazaret, qui lui suit scrupuleusement les règles. Mais merci beaucoup pour ton livre, que je dois lire cet été. Ah, évidemment, il est sur ma liste. Alors, on fait toi, donc, en fait. C'est ça? On fait comme vous voulez. Mais là, vous voyez, je pense. Non, lui, il vous voit tout le monde. Exactement. Non, tu n'es pas désuet. Ça fait partie de son charme. Mais c'est parce que c'est... Moi, je ne suis pas très désuète. Alors, donc, Arthur a une toute petite question pour toi. Je crains le pire. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça, vraiment, et le bouquin est super. Alors, je suis désolé, c'est un peu le bazar. Il y a une caméra ici qui nous filme ensemble. Il y a ces deux-là qui vous filment. Et il y a non. Et puis il y a aussi celle-là qui filme. Au poste, voilà. Normalement le néon s'allume, mais aujourd'hui tout était en panne, mais tout va bien. C'est pas possible. Je reviens de Sud Radio où pendant mon interview avec Monsieur Bourdin, tout s'est éteint, genre blackout. Il n'avait jamais vu ça en 50 ans de radio. Et là il n'y a pas d'électricité non plus. Non, mais ça c'est c'est une flash mob ou quoi? Est-ce que c'est tu portes la poisse les factures les gens. Alors, notre question pour... Alors, la question... Ouais, c'est une question toute bête, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'héritage de Dumont et comment la mémoire a été transmise ou non. Et j'ai cru comprendre que vous aviez demandé pour le lancement de Les Écologistes son mythique pull vert rouge. Et parce que j'avais cette info, mais l'info que je n'avais pas, c'est si le Musée du Vivant avait accédé à cette requête. Alors, en toute transparence, oui, René Dumont, c'est important dans notre histoire, dans notre vie. J'ai encore parlé de lui dimanche au grand meeting de campagne de Marie Toussaint en disant, parce qu'il avait écrit L'Utopie ou la mort, c'est un titre très poignant. Et souvent, je dis non, René, tu n'étais pas un utopiste, tu étais avant-gardiste. Et c'est vrai que les écologistes de l'époque se considéraient comme utopistes. Ils étaient en fait réalistes. Aujourd'hui, les utopistes, ce sont les autres, celles de ceux qui pensent qu'on peut tout continuer comme avant. Et donc, je parle souvent de lui, je convoque souvent sa mémoire. Et c'est quelqu'un à qui je pense souvent quand on est sur les sujets de méga-bassines, de manque d'eau potable, tous ces Français qui ont plus l'eau au robinet. Évidemment qu'on repense à René Dumont, son verre d'eau, qui était le premier à dire que bientôt on en manquerait. Et donc, sur la question du pull, très précisément, oui, nous avions demandé. Mais ils étaient OK
sur le principe, mais en fait, il y avait des règles, des contraintes de sécurité et de protection de l'objet. Fallait une vitrine, et on n'avait pas les moyens d'organiser ça, ni dans le temps, parce que je vous rappelle que c'est une semaine où, par ailleurs, on est quelques jours après le 7 octobre, on est le lendemain des attentats d'Arras aussi. Et donc, c'est une semaine où tout a été bouleversé et voilà, on n'a pas réussi à le faire. Mais on a une exposition aussi mémoire des 50 ans de René Dumont qui sera exposée aux Journées d'été des Verts à Tours en août prochain. On organise à Montargis là, une grande journée, je pense que vous y serez aussi. Mais nous parlerons de votre livre à Montargis là en juin. Enfin, c'est quelque chose qui est important pour nous, pour beaucoup de militants. Et dans chaque salle écolo où je vais, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Moi, j'étais là. J'étais là pour la campagne de René en 1974, car l'écologie, ça conserve. » Et qu'en général, voilà, c'est des personnes qui ont donné toute leur vie à ça et pour qui j'ai énormément de respect. On va libérer Arthur. La réponse convient. Si tu veux rester dans les coulisses pour Politico et faire un billet de blog ou n'hésite pas. Nous, c'est opposte.fr. Tout ce qui est énergie renouvelable. Donc, quoi qu'il en soit question. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais alors, voilà. Et alors, si tu peux te mettre au milieu, Marine, voilà. Merci beaucoup, Arthur. Je suis désolé. Les amis, nous sommes sur opposte.fr. Abonnez-vous, les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça. C'est artisanal, on est entre nous. C'est opposte.fr. Attention, ça va être dans le clip. Postez-vous l'abonnement, non, abonnez-vous au poste. J'encourage, faites un don à Au Poste. Ah non, c'est là la caméra. Adonnez-vous au poste, adonnez-vous au poste. Et faites des dons à Au Poste. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à Au Poste. Il faut donner de l'argent pour que ça existe. Amis du café, amis de la police, adonnez-vous au poste.fr, au poste.fr. Adonnez-vous. On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool. Désarmer le récit, c'est important. Ça passe par quoi? Ça passe par muscler les médias indépendants. Soutenir Au Poste. Abonnez-vous. Donnez plein d'argent. Il a raison, abonnez-vous Au Poste et à Mediapart, aux deux. Abonnez-vous. N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup. Auposte.fr, y a pas mieux. Ah, on se moque de moi là. Bompard soutient Au Poste, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas? Faites un don à Au Poste. Faut pas que c'est ça qui reste. Donc je disais, il faut bien que vous provoquiez du débat, il faut provoquer du sujet. Pour provoquer du sujet, il faut créer de la conflictualité. Comment je vais rester indépendant si Bompard il demande aux gens de faire un don? Oh, ouais, c'est vrai ça. Tout ça n'existe que grâce à vous, parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà, merci. Et abonnez-vous. Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr. Bravo. Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr.